C'est aux portes de l'île de France, sur les bords de l'Ourcq, que se dressent encore fièrement les vestiges de ce qui aurait pu être l'un des chefs-d'œuvre architecturaux de la période médiévale. Alors que la guerre de Cent Ans connaît une trêve depuis 1393, le duc Louis d'Orléans, frère cadet du roi Charles VI, dit le Fol, envisage en cette année 1398 de faire renaître le prestige de l'une des places du puissant comté de Valois, dont il est devenu le seigneur en 1371. Certes, la France ne craint alors plus les invasions anglaises depuis les victoires éclatantes de Bertrand du Guesclin, mais un conflit larvé oppose désormais Louis d'Orléans à son oncle Jean sans Peur, duc de Bourgogne. La tension va crescendo alors que chacun des deux hommes tente d'obtenir l'avantage au sein du Conseil de Régence, institué pour pallier les absences du monarque français, atteint de crises de folie de plus en plus fréquentes. Percevant la menace militaire que représente la Bourgogne, Louis d'Orléans ordonne de faire renforcer les forteresses de son domaine, à une époque où la guerre se mène davantage en menant des sièges que lors de batailles en rase campagne. Le château de la Ferté-Milon, comme celui voisin de Pierrefonds, représente dans ce contexte un verrou stratégique majeur venant interdire aux Bourguignons la route de Paris depuis leur fief des Flandres et du nord de la France. Restée jusqu'alors à l'écart des opérations militaires de la guerre de Cent Ans, la Ferté-Milon n'est cependant encore qu'une modeste place forte dont les origines remontent au IXe siècle. Quelque temps plus tard, la ville prend de l'importance et le site devient le siège d'une collégiale. C'est en 1284 que Charles de Valois, quatrième fils du roi Philippe III le Hardi, fait ériger à la Ferté-Milon un véritable château fortifié et un réseau de remparts protégeant la ville. En cette fin de XIVe siècle, Louis d'Orléans hérite donc d'un site déjà bâti, mais dont les constructions doivent être améliorées. Il missionne alors son maçon général, Jean Aublé, pour élever un nouveau château répondant à la fois aux besoins défensifs du moment, mais aussi au prestige de son puissant commanditaire. Le maître d'œuvre entreprend un chantier digne de celui d'une cathédrale, et dont la réalisation se serait sans doute étendue sur plusieurs générations. La première façade de l'impressionnant nouveau bastion s'élève petit à petit sur 28 mètres de haut et s'étend sur 102 mètres de long. L'ensemble s'inscrit dans la continuité des remparts édifiés au XIIIe siècle et doit contrôler l'accès à la porte fortifiée de la ville, située sur la gauche du donjon. Flanqué de deux importantes tours latérales, l'entrée du château est pourvue d'un pont-levis permettant de traverser le fossé creusé au pied des murs. La porte est également encadrée de deux impressionnantes tours en fer à cheval et s'achevant en pointe. La partie intérieure de la façade permet en outre de deviner l'organisation des pièces sur 3 niveaux d'élévation, disposant chacun d'une importante hauteur sous plafond. Les grandes cheminées déjà sculptées dans les parois à certains endroits laissent imaginer la splendeur destinée au lieu s'ils avaient été achevés. Sur le plan architectural, l'observation des vestiges du château permet de comprendre que cet édifice est le témoin des évolutions des techniques militaires qui s'opèrent à l'aube de la Renaissance, et alors que l'usage de l'artillerie remplace peu à peu l'emploi des anciennes machines de siège, telles que les trébuchets. Ne devant plus faire face à des projectiles lancés sur une trajectoire en lobe mais en tir tendu, du fait de l'usage de canons à poudre noire, les remparts des nouvelles forteresses doivent tout d'abord opposer à l'ennemi une épaisseur de mur beaucoup plus importante afin de résister au choc du boulet envoyé dans la structure. La forme des tours doit elle aussi évoluer afin d'amoindrir les dégâts causés à la surface du mur par un tir direct. À cette fin, la finition en pointe des tours permet là aussi une meilleure résistance face à un projectile de siège qui pourrait même ricocher sur la paroi, comme sur une carapace, en fonction de son angle d'arrivée. L'usage d'un fossé au pied des remparts semble aussi répondre à une adaptation aux nouvelles techniques de siège. Penser qu'il peut ici s'agir de douves conçues pour être inondées paraît improbable étant donné la hauteur des fortifications par rapport à la situation de l'Ourcq en contrebas. La présence de ces fossés peut davantage s'expliquer par la nécessité de protéger les fondations de l'édifice des tirs d'artillerie en les rendant invisibles de l'ennemi et hors de portée de tir. Cette conception des fortifications marque par ailleurs l'apparition des prémices en architecture militaire du principe du défilement, mis au point bien plus tard, au XVIIe siècle, consistant à rendre le dispositif fortifié le moins visible possible à l'aide de ces fameux fossés. Loin de n'être qu'un simple dispositif défensif, le château de la Ferté-Milon est aussi une œuvre d'art. En effet, à l'heure où se transforme la manière de faire la guerre, les grands seigneurs comprennent aussi que leurs châteaux peuvent être l'expression de leur richesse et de leur puissance, y compris dans les parties extérieures. On devine alors les débuts d'une transition des propriétés seigneuriales à usage défensif vers des lieux d'expression politique et diplomatique.
Ces propriétés deviennent aussi des lieux de plaisance. La présence d'ouvertures plus importantes que les habituelles meurtrières et laissant entrer la lumière dans les pièces manifeste en premier lieu ce nouveau besoin de confort. À l'image de son père, le roi Charles V, Louis d'Orléans se distingue comme un amateur d'art et n'hésite pas à se faire le protecteur de nombreux artistes auxquels il a recours, y compris pour des commandes architecturales. La présence de sculptures sur la façade de la Ferté-Milon marque ainsi ce goût personnel du duc et son besoin d'exhiber sa puissance aux nouveaux venus. Le bas-relief, situé au-dessus de la porte, a suscité de nombreuses interprétations au XIXe siècle, lorsque l'architecture médiévale redevient à la mode. Eugène Viollet-le-Duc, qui étudie la Ferté-Milon, identifie ce bas-relief comme un couronnement de la Vierge, en dressant un parallèle avec Pierrefonds, autre propriété de Louis d'Orléans, où une annonciation figure au-dessus de la façade principale. Il n'était en effet pas rare à cette période de représenter des scènes de la vie de la Vierge sur ces édifices. Toujours en opérant une comparaison avec Pierrefonds, Viollet-le-Duc, qui fait de la restauration du château aux portes de Compiègne son grand œuvre, pense identifier les sculptures placées sur les tours centrales à des représentations des 9 preux et des 9 preuses, référence littéraire très à la mode en France au XIIIe et XIVe siècle. Alors que la Ferté-Milon commençait à prendre une toute autre ampleur par la volonté du duc d'Orléans, le chantier est rattrapé par les méandres de l'histoire. Victime d'un complot fomenté par le duc de Bourgogne, Louis d'Orléans est pris, le 23 novembre 1407, dans un guet-apens en plein Paris, alors qu'il remonte la rue Vieille du Temple pour rendre visite au roi, résidant alors à l'hôtel Saint-Paul. Assassiné d'un coup de hache en plein visage, après s'être fait couper la main par ses assaillants, Louis d'Orléans disparaît, sans avoir le temps de faire achever son splendide projet pour la Ferté-Milon. Faute de financement, le chantier est immédiatement interrompu alors que se profile déjà le début du terrible conflit entre Bourguignon et Armagnac. De cet illustre passé, il ne reste plus que le squelette de cette imposante propriété, classée monument historique en 1862. Elle traverse alors l'histoire, affrontant tour à tour l'occupation anglaise, les guerres de religion et, plus récemment, les combats de la Première Guerre mondiale, dont elle garde en ses murs quelques douloureux stigmates.